Le Brexit est un échec. La messe est déjà dite pour beaucoup. Le Royaume-Uni, par son repli, sape ce qui faisait le fondement même de sa croissance. Son attractivité, aussi bien sur le plan des capitaux, via sa place financière, que celui des hommes. La croissance britannique marque d'ailleurs déjà le pas. Mais ne sommes-nous pas en train d'enterrer un peu trop vite l'économie britannique, prise dans les affres financiers et juridiques du Brexit ? Le coût de sortie est indéniable. Il est aggravé par le fait que l'économie britannique a déjà épuisé tous les leviers de soutien à son économie et arrive au bout d'une logique. Mais est-on si sûr que désentravée de toute une série d'obligations européennes, l'économie britannique s'en trouve plus mal à terme ? Car c'est bien un tournant politique majeur qui est en train de s'esquisser outre-Manche et qui fait écho à ce qui se passe outre-Atlantique. Un tournant qui rappelle celui des années Thatcher-Reagan par son ampleur. Même si la connivence entre les leaders n'est pas la même aujourd'hui qu'hier, il y a bien une similitude entre ce qui se passe dans l'Amérique de Trump et le Royaume-Uni de Theresa May et Boris Johnson. Au slogan « America First » pourrait répondre « Britain First ». Au cœur du processus, une volonté de repousser toujours plus loin les obstacles qui pèsent sur le libre jeu des affaires. Sous Thatcher et Reagan, c'était surtout les syndicats et avec eux les rigidités du marché du travail qu'il fallait dynamiter. Aujourd'hui, ce sont toutes les astreintes liées à la coordination internationale dont ces deux pays souhaitent s'abstraire, au moins partiellement. Les normes environnementales, sanitaires contraignantes, les normes prudentielles concernant la sphère financière et les obligations de réciprocité ou de concurrence non faussée inhérentes à la libre circulation des hommes et des marchandises. Ces économies ne deviennent pas protectionnistes ou dirigistes pour autant. Le dogme libéral demeure, avec pour priorité de faciliter la vie des affaires, allégeant les normes et la fiscalité. C'est une accélération qui s'inscrit dans le prolongement de la vague ultralibérale des années 80, que les pays anglo-saxons, États-Unis en tête, n'ont eu de cesse d'exporter jusqu'ici afin de déverrouiller les marchés. Tout le monde à l'époque, de l'Europe aux États-Unis, misait sur l'édification d'un grand marché mondial ou européen pour démultiplier les opportunités de débouchés pour les économies avancées, arrivées à saturation en termes d'équipement des ménages. Personne alors n'avait anticipé l'ampleur du tsunami côté offre, l'hyperabondance de biens qu'a généré l'irruption de nouveaux producteurs, avec pour effet collatéral une pression permanente à la baisse sur les prix et l'éviction des productions des pays avancés. Et c'est précisément à cela que s'attaque la révolution turbo-libérale de 2017. À l'heure où s'allonge la facture de la prédation sociale et environnementale, et alors même que le besoin de rééquilibrer le rapport de force entre travail et capital n'a jamais été aussi manifeste, les fers de lance de la révolution ultralibérale quittent la table et renoncent aux obligations de réciprocité, jouant le chacun pour soi. Alors même que l'on pouvait s'attendre à un retour de balancier en faveur d'un État plus social, plus environnemental, plus soucieux de l'intérêt général, c'est tout le contraire qui s'esquisse. Un libéralisme plus décomplexé encore que le précédent. Ce libéralisme-là, sans foi ni loi, business first, qui s'émancipe de tout ce qui le dérange, la fiscalité, les normes environnementales, les velléités de coordination, sonne certes comme une fuite en avant vers le gouffre. Mais ce serait une erreur de parier sur son échec, comme l'avaient fait les commentateurs à l'époque Reagan-Thatcher, à l'aune des premiers chiffres désastreux de ces deux expériences au plan conjoncturel. Le risque et la plus forte probabilité, c'est que cela marche. Et à regarder les données de la bourse, il semble que cette croyance est plutôt partagée.